Après 10 mois de silence et de cauchemar, elle a choisi de prendre la parole. Keira Amraoui est l'invitée de BFM TV. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer votre histoire et surtout ce qui s'est passé, pour commencer, ces derniers jours. Je rappelle en quelques mots, le 4 novembre 2021, vous rentrez d'un dîner avec vos coéquipières du Paris Saint-Germain et vous êtes sauvagement agressé à coups de barre de fer au niveau des jambes. Vos mains, vos bras sont aussi touchés parce que vous essayez de vous protéger. Au volant, ce soir-là, il y a votre coéquipière et amie, Aminata Diallo. Aujourd'hui, cette jeune femme est mise en examen pour violence aggravée, association de malfaiteurs. Elle a passé 5 jours en prison et puis elle a été libérée sous contrôle judiciaire. Et le parquet a fait appel de cette décision. Comment est-ce que vous avez vécu ces derniers jours? C'est une tempête pour vous aussi? Bien sûr que c'est une tempête pour moi. En ce moment-là, je suis un peu sonnée par tout ce qui se passe autour de cette affaire qui m'anéantit moi et toute ma famille depuis 10 mois. Et aujourd'hui, je ne me rends pas compte de ce qui se passe parce que c'est assez effrayant et à la fois, ça fait mal. Mais vous attendiez cela, vous espériez ça depuis des mois et des mois. Bien sûr, ça fait quand même 10 mois que je vis un calvaire. On peut dire ça comme ça parce que c'est réellement un calvaire. Et j'ai toujours dit que je faisais confiance vraiment à la justice. Je faisais vraiment confiance aux enquêteurs et je remercie d'ailleurs leur travail extraordinaire depuis tous ces mois d'enquête, parce que j'avais besoin d'être éclaircie sur cette affaire. C'était important pour moi et pour ma famille. Vous avez douté pendant tout ce temps? Vous vous êtes dit, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé? Certes, il y a des moments de doute, mais les doutes ne sont pas restés très longtemps. Je me suis toujours dit qu'un jour ou l'autre, on va savoir la vérité parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc je me suis forcée à vraiment faire confiance. Alors, l'affaire n'est pas finie. Bien sûr. On est à un tournant, on va dire, de cette enquête, longue enquête judiciaire. Et je le disais, Aminata Diallo a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire. C'est un contrôle judiciaire assez strict. J'aimerais qu'on écoute ensemble son avocat, Maître Batik. La véritable victime, c'est évidemment Madame Amraoui qui a subi des coups et sa personne n'en disconvient. Mais ce qu'on constate du côté de la défense, c'est qu'il y a une seconde victime qui s'appelle Aminata Diallo, qui d'abord a été molestée le soir des faits et qui a été contrainte d'être plaquée contre son volant dans le véhicule. Donc c'est ce que l'on défend du côté de la défense. Et le fait que Madame Amraoui ait été victime ce soir-là ne veut pas dire que Madame Diallo ait été coupable ou ait été l'agresseur ce soir-là. Il n'y a pas une espèce de mécanisme de responsabilité entre une agressée et l'agresseur. Il y a effectivement un agresseur et nous, ce qu'on dit aujourd'hui du côté de la défense, c'est simplement qu'il faut explorer d'autres pistes. Vous y croyez, vous, à cette version? C'est son rôle d'avocat. On sait ce que c'est le rôle d'avocat, donc il fait son travail. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais le fait d'entendre qu'Aminata Diallo puisse être aussi une victime, alors que vous pensez le contraire, enfin, je veux dire, ça paraît évident. Au vu de ce que j'ai pu lire dans le rapport, c'est des choses très effrayantes, quand même très choquantes, qui font très mal. Après, comme j'ai dit, c'est son avocat, c'est son rôle de la défendre, donc... Vous avez compris quand ce qui s'était réellement passé? Bah, comme tout le monde. À quel moment vous avez eu des doutes pour la première fois? Quand j'ai un peu vu toute cette cabale médiatique un peu surprenante qui était à mon encontre, j'ai compris qu'il y a un truc qui était louche. Je pouvais pas passer de victime à coupable du jour au lendemain.
Parce qu'il ne faut pas oublier que je me suis fait tabasser par des hommes cagoulés à coups de barre de fer et qu'une semaine après, on me fait passer pour la coupable. Avec le temps, quand on avance, on se dit qu'il y a des choses pas très claires. Et c'est ça que je voulais comprendre, en fait. Alors, ce jeudi-là, donc vous quittez votre domicile de Chatou dans les Yvelines. Aminata Diallo est venue vous chercher, vous allez à un dîner avec tout le groupe parisien, il y a des joueuses, il y a les joueuses, le staff, c'est une fête hein, au Chalet des Îles, au Bois de Boulogne, vous n'imaginez pas un instant ce qui va se produire, c'est une très bonne ambiance, une très bonne soirée. Et les 3 joueuses, vous êtes 3 d'ailleurs, hein. Il y a une 3e joueuse, c'est Salina Karchavu, vous repartez toutes les 3 vers 22h à bord de la même voiture. Vous déposez Sakina vers 22h30 chez elle, vous n'êtes plus que toutes les 2 dans la voiture. Et puis, la voiture ralentit un petit peu, vous ne comprenez pas très bien d'ailleurs ce qui se passe, mais ça va très vite en fait. Hein. Vous voyez des hommes surgir. C'est comme ça que ça s'est passé, que vous l'avez vécu? Oui, bien sûr. Il y avait des gens qui étaient cachés derrière une voiture et qui ont surgi d'un coup. Donc, je n'ai pas trop compris ce qui se passait. Sur le coup, c'est très effrayant. J'étais apeurée, donc avec l'adrénaline, les coups qu'ils m'ont mis, je ne les sentais pas trop. Mais ce qui m'a le plus effrayée, c'est de voir des hommes cagoulés, en fait. Ça dure combien de temps? Je pense que j'ai eu de la chance qu'il y ait une voiture qui est arrivée à ce moment-là pour qu'ils prennent la fuite, parce que sinon, ça aurait peut-être pu durer plus de temps. Bon, c'est une agression d'une rare violence, mais très rapidement, il se passe quelque chose d'assez inattendu, en tout cas évidemment pour vous, c'est que vous devenez la coupable. Alors que vous avez été victime de cette agression. Alors, qu'est-ce qui explique ça dans un premier temps? On dit, est-ce que il y a des rumeurs sur votre vie privée, il y a des choses comme ça, des choses qui se disent sur vous, qui alimentent, au fond, un climat? Je pense que c'est certainement ça. Après, comme j'ai toujours dit, ma vie privée me regarde. On dit qu'une vie privée, ça reste privé, donc il n'y a personne qui doit rentrer là-dedans, et elle restera privée. Donc, c'est quand même, ça fait quand même mal de se faire salir, de se faire humilier par tout le monde, par des supporters, sur les réseaux sociaux, le harcèlement qui a été terrible pour moi. En fait, c'était la 2e partie du piège, non? En fait, j'ai l'impression que j'ai été victime 2 fois. C'est ça. Il y a eu l'agression physique. Et ensuite, la campagne de dénigrement qui était orchestrée. Pour moi, la campagne de dénigrement, elle est tout aussi puissante que mon agression. Je les mets au même niveau. Comment vous avez compris, d'ailleurs, ce qui se passait? Enfin, vous êtes, d'un seul coup, vous vous retrouvez quasiment coupable. Et quels sont les éléments qui font que vous vous dites, il y a un truc qui ne va pas, ça n'a pas de sens? C'était un peu surprenant qu'avant chaque match de championnat, avant que j'aille jouer à un match, des choses horribles sur moi qui sortaient. Alors, il y a beaucoup de questions qui passaient dans ma tête en me demandant ce qui se passait réellement, parce que je ne comprenais pas. J'ai quand même eu 10 mois d'harcèlement. Et c'est terrible, en fait, de voir son nom être sali. Le nom de mon papa, qu'il est plus de ce monde, et qu'on salisse le nom de mon papa, ça m'a détruit, ça m'a anéanti. Comment votre famille a-t-elle vécu cela? Ça a été terrible pour ma famille. Terrible. Vous voyez vos frères souffrir, votre maman souffrir, c'est horrible. Je le souhaite vraiment à personne. Il y a une autre famille là, qui vous a fait défaut, en quelque sorte, pendant tout ce temps. C'est la famille Enfin, c'est le club. C'est la famille du PSG, parce que vous êtes mise à l'écart. Bien sûr. Là, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? J'ai mal. J'ai très, très mal. Qu'est-ce qui se passe? On vous appelle, on vous dit... tu fais plus l'entraînement à partir de demain? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ouais, du jour au lendemain, on me dit qu'à partir d'aujourd'hui, je vais m'entraîner toute seule. Vous savez tout comme moi que le football, c'est un sport collectif.
et que j'ai toujours fait du foot tout au long de ma vie et que de jouer avec ses coéquipières, c'est ce qu'on aime le plus faire. Et aujourd'hui, ça fait 7 semaines quand même que je m'entraîne seule sur un terrain de foot. Et après tout ce qui m'arrive, je me suis fait tabasser, traîner dans la boue, humiliée, et là je m'entraîne toute seule depuis 7 mois. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit pour justifier cette décision? C'est aberrant. Bien sûr que je ne fais pas partie des plans sportifs. Ah oui, d'accord. Je peux ne pas faire partie des plans sportifs, mais aujourd'hui, je me dois de m'entraîner avec mon équipe. Et c'est une double peine pour moi. C'est très, très compliqué d'être toujours... C'est compliqué. Enfin, je n'ai pas les mots, en fait, pour décrire ce que je ressens, tellement c'est cruel. Quand vous êtes revenu, il y a quelques jours, au club, parce que vous avez été réintégré suite aux derniers événements judiciaires. Non, je n'ai toujours pas été réintégrée. Je m'entraîne encore. On vous a dit que vous alliez l'être. Exactement, oui. Mais vous n'êtes toujours pas concrètement. Vous avez eu une mauvaise surprise en arrivant la première fois? Non, quand on m'a dit que j'allais être réintégrée, j'étais hyper heureuse. Oui, bien parce sûr. que c'était mon souhait. Je veux m'entraîner, je veux jouer, je veux gagner des titres. Je suis une compétitrice. Ça fait 10 mois que je me bats pour rester au niveau. Et qu'on me dise je réintègre le groupe, bien sûr, je suis contente. Mais hier, quand je vais voir un match de mes coéquipières, dont c'est la première fois depuis 10 mois, je viens dans un stade, dans des tribunes, je n'avais jamais été. Et là, je regarde le match, j'étais hyper contente. Et quand je vois, parce que je ne me suis pas rendu compte de suite qu'on avait donné mon numéro de maillot, et je vois une joueuse qui portait mon numéro de maillot. Et là, je pense que ma soirée a été détruite, en fait. Le numéro 14 était sur une autre joueuse. Exactement. Et sans me consulter. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'expérience et le palmarès que j'ai aujourd'hui, je mérite quand même un peu de respect de la part de tout le monde et principalement de mon club, en fait. Mais c'est malgré tout toujours votre club. Vous en voulez aussi au PSG de vous avoir traité comme ça? Moi, je vais vous dire la vérité, j'en veux à personne. Je pense qu'aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités. En tout cas, j'aurais rien à me reprocher sur la façon dont je me suis comportée durant ces 10 mois. Alors, dans votre histoire, ce qui est fou, vraiment, c'est que vous êtes probablement, même si l'enquête, évidemment, devra finir de le déterminer, trahi par quelqu'un qui était quelqu'un d'extrêmement proche. Vous partiez en vacances ensemble. Oui. Mais vous n'avez pas vu, pas compris que cette personne jouait un double jeu avec vous? Franchement, en toute transparence, j'ai absolument pas envie de parler de ça et d'évoquer ça parce que j'en vois pas l'intérêt, l'utilité aujourd'hui de parler de ce genre de choses. C'est pour mieux parler de vous aussi. Hein. C'est parce que je me demande si vous avez fait le film 100 fois dans votre tête, se repasser le film de ces vacances, de ces moments ensemble. Encore une fois, pour essayer de chercher la faille, de comprendre pourquoi Aminata Diallo, qui était votre amie, s'est transformée. Et quand on voit le rapport de police, en effet, en quelqu'un qui vous haïssait. Donc quelle a été votre réaction quand vous avez lu ça? Ça fait mal, c'est normal. Ça fait mal de voir ce genre de paroles. C'est cruel quand même, c'est méchant, mais j'ai aucun commentaire à faire là-dessus parce que... Vous dites que vous êtes une compétitrice. Bien sûr. Et c'est dur d'arriver à ce niveau. Il faut des sacrifices incroyables. Il y a beaucoup de rivalités dans les clubs de foot, tout le monde le sait. Vous imaginiez que ça pouvait aller jusque-là? Non, jamais, jamais. Non, jamais, jamais. J'ai mal aujourd'hui quand je parle, c'est normal, mais... Enfin... Tout ce que j'ai eu...
au long de ma carrière, ben, je me suis battue pour l'avoir. Et de voir du jour au lendemain que tout s'écroule, ça fait mal. Le cauchemar, il sera fini quand, vraiment, pour vous? Je sais pas. Mais il faut que ça s'arrête, là. Ouais. Vous avez envie de quoi? De reprendre votre place? De rejouer au foot et que tout redevienne comme avant, même si je sais que plus rien redeviendra comme avant, mais je suis avant tout une femme, un être humain, et on ne peut pas s'acharner comme ça sur un être humain, parce que j'ai eu de la chance d'avoir toute ma famille auprès de moi et mes proches. Et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas accompagnés et ils auraient pu avoir des idées sombres. J'ai eu de la chance d'avoir tenu tous ces 10 mois de calvaire. Votre sincérité nous touche beaucoup, et votre émotion aussi, Kéra. Vous voyez votre avenir à Paris? Vous pensez que oui, ça va, vous allez pouvoir repartir? Pour l'instant, je suis sous contrat. Moi, mon seul objectif premier aujourd'hui, c'est que le monde entier sache vraiment que je suis une victime. Et ça, c'était important pour moi. Maintenant, je veux rejouer, et je veux rejouer des matchs. Je veux retourner en équipe de France. Il y a une Coupe du Monde en 2023. On est des compétitrices, on veut gagner des titres. Et c'est ce que je veux aujourd'hui, rejouer au football. Gagner des titres, retrouver votre place, et puis, à un moment, il faudra qu'il y ait le point final de cette affaire, avec probablement un procès, une condamnation. C'est ça que vous attendez aussi, que vous espérez aussi, j'imagine, quelque part. Chaque chose en son temps, je pense que ça va prendre énormément de temps, mais le plus important aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes savent que je suis réellement la victime. Beaucoup de personnes ont oublié que j'ai été agressée. Beaucoup de personnes ont oublié et que j'ai vécu Ça a été d'une violence inouïe durant tous ces mois, et j'ai pas les mots aujourd'hui pour exprimer toute la douleur que j'ai en moi. Ce qui est terrible dans votre histoire, c'est que pendant que vous étiez en effet dénigré, insulté, humilié, celle qui vous a fait tant de mal, si encore une fois l'enquête le confirme, elle était en quelque sorte réhabilitée. On l'a vu en photo avec Mbappé. Enfin, c'est ce décalage aussi qui fait que on est dans une histoire très particulière. Ouais, c'est clair qu'on est dans une histoire très particulière. Après, moi, j'ai toujours dit que j'avais aucun commentaire à faire là-dessus. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire, mais moi, j'ai vraiment aucun commentaire à faire là-dessus. Et pourquoi d'ailleurs? Parce qu'après tout, on comprendrait tellement que vous ayez juste sûrement, mais envie de dire les choses. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Bien sûr, bien sûr. Mais après tout, vous avez le droit. Bien sûr. En tant que victime, bien sûr, de dire les choses. Bien sûr, mais je préfère les garder pour moi. Donc, pour revenir à l'avenir, comme je le disais, un avenir en club, en bleu peut-être aussi. Ouais, et reprendre la compétition et espérer faire une Coupe du Monde. Et une condamnation. C'est ce que vous souhaitez aussi, j'imagine. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Ce que j'ai vécu, c'est d'une violence inouïe. Je ne fais que le répéter, mais c'est... J'aimerais qu'on évoque votre fondation. Ouais. Racontez-nous, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai décidé de créer ma propre fondation contre la lutte pour le harcèlement dans le sport. Et notamment faire passer un grand message aux jeunes qui
qui se font harceler et qui rentrent à la maison et qui disent à leurs parents bah, j'arrête, je veux plus retourner, j'arrête parce que j'en ai pas envie, mais en réalité, c'est parce qu'ils se font harceler et qu'ils se sentent pas bien. Donc le message premier que j'ai envie de faire passer, et pas que en France, mais dans le monde entier, c'est que quand vous avez des rêves, malgré, je sais, mais il faut avoir, je sais, un bon accompagnement. Quand on l'a pas, c'est très compliqué. Et j'aimerais les aider pour pouvoir continuer à réaliser leurs rêves et à s'épanouir et à y croire. Parce que quand on voit mon histoire, j'ai vécu un harcèlement d'une violence inouïe, un dénigrement. Et aujourd'hui, je suis encore ici, je suis debout. Et je veux apporter ça à tout le monde. Les aider, si je peux les aider. Je le ferai avec plaisir parce que mon histoire, aujourd'hui, elle peut aider pas mal de personnes à se dire bah, moi aussi, je peux y arriver. Vous lui avez reparlé à Aminata? Non, pas du tout. Vous n'avez pas un message à lui faire passer? Pas du tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Kéra, d'avoir répondu à nos questions sur BFM TV après ces tout derniers développements judiciaires. Et merci d'avoir annoncé le lancement de cette fondation contre le harcèlement, le cyberharcèlement dans le sport et pour aider justement la jeunesse à ne pas vivre le calvaire que vous avez pu vivre ces derniers mois et que vous souhaitez à personne. Vraiment à personne. On a hâte de vous retrouver sur le terrain. C'est gentil. Merci beaucoup, Kéra. Merci.